Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On perd pas de temps, on commence l'analyse d'aujourd'hui immédiatement sur le Bitcoin. Je continue à me référer à ça, mais évidemment, il va de soi que utiliser les indicateurs standards, ça pose aucun problème. C'est juste que moi, comme je suis en train de travailler sur ça en ce moment, mais c'est ça que j'ai sur les graphiques. Mais vraiment, ne soyez pas perturbés, ça ne change en rien, encore une fois, la façon dont la stratégie est appliquée. Il s'agit toujours de la même chose, un contexte, un cadre technique. Et ensuite, on attend d'avoir un cycle qui correspond à son objectif de trading, et on attend d'avoir une confirmation du momentum. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, c'est du pur respect de la stratégie. Encore une fois, ce qui change, c'est la façon dont les informations vous parviennent. Voilà, donc si ça vous perturbe, vous me le dites, et on continue jusqu'à ce que la mise à jour soit effective et publique, d'utiliser la version classique des indicateurs. À la limite, on peut faire, voilà, comme ça, moi, je ne vous perturbe pas. Voilà, on va utiliser donc la même chose pour tout le monde pour l'instant. Voilà, donc sine wave repart bullish. On a bien une divergence très claire du momentum ici, où le momentum est arrivé en survente. On fait un plus bas depuis ici. Les prix sont bien largement au-dessus des précédents supports. Donc il me semble effectivement qu'on était dans le cluster décisionnel, rappelez-vous. Ça parvient pas vraiment à en sortir, ce qui me laisse à penser que là, à moins qu'il y ait effectivement reprise baissière, c'est plutôt effectivement les cycles bullish qui sont un peu en train de l'emporter. Tout doucement. Et donc on hésitait entre deux structures, soit ici c'était une vague 4 et on se dirigeait vers une vague 5 baissière, soit ici c'était une vague A. Dans ce cas-là, on faisait un point B et on rechercherait un point C. Je pense qu'on est en train de s'orienter plutôt vers l'option numéro 2, c'est-à-dire donc un léger retracement vers cette zone de résistance, voire celle-ci. C'est à peu près tout ce que je vois pour l'instant. C'est absolument impossible à décider. La volatilité est assez faible, donc il est dangereux en tout cas de se positionner immédiatement sur des gros scénarios directionnels quels qu'ils puissent être. Moi je pense que franchement pour l'instant la rationalité c'est d'être dans la prudence. Ici on avait effectivement des signaux plutôt vendeurs, ça prenait bien le sens vendeur et là on avait bien tout ce qu'il fallait pour se diriger vers la vague 5. Ici on voit clairement que ce n'est plus le cas. Ce marché est plutôt en train donc d'essayer de chercher à être haussier. Donc on va voir maintenant si ici ça réimprime un nouveau cycle bearish, pourquoi pas reprendre à la limite, mais dans ce cas-là, il faut rester sous le plus haut du précédent. C'est-à-dire que si on vient là et qu'ici on retrouve un nouveau cycle bear, ce qui n'est pas impossible, là dans ce cas-là, on se réoriente à nouveau vers le scénario 5 et par exemple trader la cassure de ce bottom-là pourrait être un système intéressant, c'est-à-dire rentrer vendeur là avec un stop du coup au-dessus du plus haut qu'on aura fait ici, mais qui doit être plus bas que le plus haut ici. Évidemment, l'autre option, c'est on reste orienté bullish, on recolle une bien verte, on dépasse le sommet ici. Et dans ce cas-là, on ouvre le scénario A, B, C. Donc pour les vendeurs, il faudra donc attendre d'arriver sous des résistances et de retrouver des signaux de faiblesse, c'est-à-dire des signaux vendeurs. Pour les acheteurs, et bien évidemment, vous resterez dans le train jusqu'à ce que ces signaux vendeurs se présentent. Donc vraiment, on est en plein dans le cluster décisionnel. Vous tradez là maintenant, c'est du 50-50. C'est impossible de savoir ce que le marché va faire. Donc soit vous jouez la boule de cristal et vous faites un pari 50-50. Moi, j'aime pas faire ça. Soit vous ne faites rien. C'est ce que moi je fais pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, on va jeter un coup d'œil quand même sur les autres. Bon, même chose ici, il ne se passe rien du tout, de chez rien du tout. Là, on est passé sur un cycle vendeur, mais faible. Donc, pas vraiment d'intérêt à autre partie. Rien partout non plus sur le IOTA, qui a quand même terminé donc, sa structure de tendance là-haut. Donc, c'est pas mal. Là, en termes de signal, quand même, on a bien donc terminé une tendance. On entre en phase de conso. Bon, du coup, là, vous avez exit contre TP. IOTA, probablement, est pour moi le plus facile à trader, là, pour l'instant. Voilà. Ça semblerait être le plus pratique à trader. Et dans ce cas-là, moi, je le traderai en mode trading range, trading neuneu. C'est-à-dire pas de trading à l'intérieur de la zone neuneu. Attendez, je vais juste supprimer les supports qui ont fait leur travail, donc on n'en a plus besoin. Ça non plus, c'est une vieille oblique. Ça non plus. Hop. Donc voilà, moi un petit peu, si vous voulez, dans le schéma que j'aurai actuellement, c'est à peu près ce truc-là.
c'est-à-dire trading de range, hein, exit contre un TP. On ne cherche pas donc à tracer des lignes de tendance, des machins. On applique bêtement et méchamment, comme on l'a vu hier, la stratégie trading de range, c'est-à-dire que là, on est en plein dans la zone de trading de nœud, interdiction de trader. Soit on essaie une petite vente ici avec un stop au-dessus du TP, soit on attend que les prix viennent chercher la zone d'achat et on achète ici avec un stop sous le exit. C'est tout ce qu'il y a à faire. Moi, je ne vois aucun autre intérêt. Donc, la zone crypto, pour l'instant, c'est inintéressant au possible. Donc je suis navré, hein, c'est pas que je veux pas vous dire, mais c'est qu'il y a vraiment rien à se mettre sous la dent sous le domaine de la crypto. Le domaine des indices, là évidemment, donc hier c'est pour moi une très 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 mauvaise journée sur le compte. Je me suis fait démonter des stops partout. Donc stoppé sur Tesla, stoppé sur Boeing, me reste toujours Apple et Facebook parmi les capis américaines. C'est les seules dernières que j'arrive à tenir, en sachant qu'Apple, ça va probablement aller chercher les $200, que Facebook, ça n'a pas l'air parti pour faire un double top, donc là aussi on va probablement se rediriger vers le sommet historique et monter. Donc voilà, je pense invalidation pour l'instant sur le scénario baissier indiciel. Les indices ne veulent pas baisser, pire que ça, on est en train d'essayer d'installer des breaks haussiers. Je ne pense pas nécessairement que ce break soit un signal à acheter. Je pense qu'on est toujours dans une structure de range, hein, c'est-à-dire que je vous rappelle, les ending et les leading diagonales sont des structures de range, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez voir de nombreux breakouts ratés systématiquement à l'intérieur de ces structures. Mais leading diagonal et ending diagonal sont des structures de range directionnelles, c'est-à-dire c'est un mélange entre du range et de la tendance. C'est-à-dire c'est une tendance très faible qui a pour objectif soit de terminer une tendance, soit de la démarrer. Mais de la démarrer d'une façon faible, c'est soit ça accumule avant de démarrer une tendance, soit on est en fin de tendance et en gros on a suffisamment tiré et derrière on va se casser la gueule. Donc il y a vraiment deux options pour ma part, soit ici on est en train de former une leading diagonale et ça veut dire que derrière on va s'attendre à une nouvelle vague haussière, une bulle, hein, voilà. Soit pour moi ici c'est ending diagonal, entre guillemets on vient faire les couillons, on vient essayer de retrouver cette zone de prix, une fois qu'on la trouve, terminé, game over et on repart au sud en tendance baissière cette fois. Hein. Là par contre je parle bien d'un bear market derrière, c'est-à-dire je parle plus d'une consolidation. Hein. Là on est en train de remonter vers des prix où si on échoue, c'est bear market derrière, plus une consolidation. Donc je vais essayer de vous l'imprimer sur le daily. Voilà. Donc pour moi, le principe, c'est donc deux options. Hein. Soit ici, on a donc fait une première vague correctrice. Dans ce cas-là, on est en train de faire une vague de correction de type A, B, C. Mais dans ce cas-là, le point C doit aller légèrement au-dessus de cette zone-là. Voilà, légèrement au-dessus. Et on va la faire sous forme d'ending diagonale. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 avec une vague 4 dans la une. Et une vague 5 qui vient donc overshooter ici notre structure. C'est donc ce dont on a parlé hier. Hein. Voilà, c'est là le cadre technique que je trade. Encore une fois, je ne trade que vendeur. Pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire que je me fous complètement des scénarios acheteurs. Même si j'ai tort, je m'en branle. Je ne trade que ce que je veux voir. Et évidemment, après, il me faut des signaux. Si je n'ai pas de signaux, je ne trade pas. Hein. Voilà. Mais moi, je veux que des ventes sur les indices. Si ça monte, je déclencherai des stops. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais encore une fois, on ne joue pas à savoir qui a raison, qui a tort. Tout ce qui compte, c'est d'avoir une conviction et d'attendre votre tour. Donc là, en tant que vendeur, il est clair que ce n'est pas du tout mon tour. Je suis obligé d'attendre soit qu'on invalide le break, et je pense que c'est ce qu'on va probablement faire dans les prochains jours, soit qu'il aille pousser un petit peu plus haut et qu'ensuite on vienne l'invalider. Pour l'instant, je ne vois aucune espèce de raison. Tout simplement, je vais encore argumenter purement sur des éléments techniques. Regardez l'état de la trail line sur le momentum. En fait, chaque fois que vous arrivez avec une trail line au-dessus de 0, généralement la tendance va se terminer pas loin. Hein. Voilà, regardez ici, même chose, paf, on vient au-dessus de 0, terminé, hop, ici, on va pas plus loin. Même chose là. Voilà, donc la trail line, en fait, plus on la tire, plus au bout d'un moment, elle ne soutient plus la tendance. Donc là, je pense que de toute façon, on en a terminé avec ce mouvement tendanciel. Et ce à quoi il faut s'attendre, c'est qu'on grind peut-être encore un petit peu, mais là, on est déjà sous des résistances. Derrière, boum, on repart sur des consos. Autrement dit, on va annuler le break. Ça fera donc nos 3 vagues de suite. Hein. Vous voyez, première vague, tentative de break haussier, échec. Tentative de break baissier, échec. Tentative de break haussier, échec. Tentative de break haussier, échec. Je pense que donc la prochaine, c'est un break baissier qui devrait déclencher. Mais encore une fois, si on veut respecter la stratégie, si on est dans une vague ABC, d'accord, on doit absolument avoir le point C qui va au-dessus du point A, c'est-à-dire qu'on doit passer marginalement au-dessus de ce truc, mais on doit passer au-dessus. Voilà.
C'est pas obligatoire non plus, hein, c'est-à-dire que moi là honnêtement on repasse sous le niveau de breakout, je renforce les ventes et je placerai mon stop au-dessus du plus haut qu'on aura fait. Mais tant qu'on se maintient au-dessus du niveau de breakout, je reste calme, c'est-à-dire qu'hier des stops ont été déclenchés, partiels, mais je vous les avais donnés, hein, je vous avais dit que moi j'avais pris des renforts ici, et j'ai dit si on monte, je sors ces renforts pour ne pas être surexposé. On est dans un marché qui est très piégeux, et l'agressivité est un très mauvais choix. J'ai joué l'agressivité. Il est obligatoire dans ce cas-là de réduire le levier pour éloigner les stops. Mes stops sont de nouveau repartis là-haut. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai 2840 en stop. Je dois me placer au-dessus de la target. Si on vient chercher la target, c'est qu'il y a une tendance haussière. Et dans ce cas-là, je me suis trompé. Et ça veut dire que ça, c'est une vague 3. Et dans ce cas-là, on ira étendre la tendance au-delà du sommet historique. Et dans ce cas-là, je stoppe clairement mon scénario. Et moi, là, je me protège aujourd'hui au-dessus de la target. C'est-à-dire que je viens ici, tout simplement. Je regarde. Ici, on a une belle résistance. Je place mon stop au-dessus. Mon stop est donc à 2840 avec un risque à 2,5. C'est-à-dire que j'ai donc considérablement réduit mon levier hier. En perte, hein. Ça va de soi, encore une fois, hier était une mauvaise journée, je ne cherche pas à le cacher. Donc Tesla invalidé, à break-even, pas de perte sur Tesla, mais le scénario est terminé, hein, 10% de hausse sur une action qui devrait se retrouver plus de 150 $ plus bas, donc voilà. Mais encore une fois, je ne lutte pas contre le marché, hein. J'ai une conviction, j'ai un cadre technique et j'ai des signaux, j'ai tradé. Maintenant, je regrette absolument pas tout ce que j'ai pu faire. Aucun regret, je ne fais qu'appliquer ma stratégie et ça ne marche pas tout le temps. Là, par exemple, bravo à ceux qui ont acheté Tesla. Maintenant, eux, ils ont juste choisi le camp bullish. Il y avait aussi des signaux bullish, il y avait également un cadre technique bullish. Ils gagnent. Ils vont gagner plus d'argent que ce qu'ils auraient perdu si j'avais eu raison. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, moi, je ne crache pas sur ceux qui ont acheté Tesla. Je m'en fous. Ils ont fait un choix technique. Maintenant, moi, tout ce que je leur demandais, c'était de respecter les 3 règles de la stratégie. Voilà. Normalement, si vous l'avez fait, il y avait des signaux d'achat. C'est simplement que moi, j'avais pris un biais vendeur. Je me suis donc trompé. Maintenant, ça me coûte un stop. Là, c'est un stop qui ne me coûte pas de perte. Hein, qu'on soit bien d'accord. Sur Boeing, c'est une perte et elle fait mal. Je me suis pris donc le max, donc 2,5 de perte hier sur Boeing avec un stop ici, donc qui était placé au-dessus du précédent sommet. Je vous rappelle que moi l'entrée avait donc été faite ici avec un risque max. Donc hier 2,5% de perte sur Boeing. J'ai pris 1,5 sur le S&P 500 également, je crois. Non, sur le S&P 500, j'ai pris 1%. Donc hier c'est une mauvaise journée. Hein, voilà, j'ai pris, même si le AUD-NZD a fait une bonne journée hier, ça n'a pas réussi à combler les pertes. Donc hier, c'était une journée rouge. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment. Alors que normalement, c'est assez rare pour moi les journées rouges. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a plusieurs qui arrivent. Il faut être conscient qu'il y a aussi des journées très très vertes. Donc voilà, c'est simplement qu'en ce moment, le marché est plus difficile à anticiper. Donc sur le compte, j'ai un petit peu plus de volatilité. Voilà, c'est-à-dire que normalement, moi, mon equity curve, c'est un truc qui monte comme ça, régulier, pas parabolique. Hein, c'est un truc qui monte tout normalement. En ce moment, ça fait un peu plus au bas, au bas. C'est-à-dire qu'il y a des très belles journées, il y a des très mauvaises journées. Et du coup, ça oscille un peu plus. Voilà. On le voit bien, la nervosité qu'il y a sur le marché, je la vois aujourd'hui sur mon compte. Mais le rythme reste ascendant. Hein. Il est clair et net que je gagne plus de pognon que ce que j'en perds. Hein. Mais voilà, c'est plus volatile en ce moment sur le compte en termes de revenus. Mais attention, hein, je ne fais pas des drawdowns comme ça. Mon compte, il ne fait pas plus 10%, moins 10%. Non, c'est des petites variations où voilà, ça fait des journées à 3% et des journées à moins 3 à 4% aussi. Voilà. Alors que normalement, sur un rythme régulier, je suis plutôt sur du 1, 1,5% de gains par jour. Voilà. Donc là, c'est en ce moment un petit peu plus, on va dire, chahuté sur le compte, mais ça reste bien évidemment ascendant. Il n'y a aucun risque sur ma stabilité financière. Bref, je regarde aujourd'hui ce qu'il y a d'autre à se mettre sous la dent. On dépasse les 0,50 sur le 10 ans allemand. Donc voilà, encore un scénario bien dérogé. Pourquoi on a fait ça? Je vous pose la question, je ne sais pas. Hein, mais donc les 10 ans allemands, ça paye. Pareil pour les 10 ans US. Hein. Donc au final, je vous dis, c'est toujours pareil. Moi, j'ai réparti mon capital et je tape toujours sur les bons endroits. Et là où je tape sur les bons endroits, quand ça valide, après, je mets du levier. Donc là, je ne passe pas encore sur les positions leveragées sur le 10 ans US. Mais honnêtement, je me pose la question si je ne vais pas le faire. En tout cas, si Wall Street part en bulle, c'est clairement le 10 ans US que je vais trader avec levier dans ce cas-là. Et je ne toucherai plus les actions. C'est-à-dire que si on doit partir dans une bulle, moi j'irai la traiter sur l'obligataire, là où effectivement il y aura du volume, parce qu'il faut bien être conscient que
Si on va dans une bulle, le volume va s'écrabouiller, c'est-à-dire plus personne ne va trader les marchés actions et évidemment, il ne faudra pas vous amuser à le faire. Moi, je ne toucherai plus les actions si on part dans une bulle. Par contre, je peux vous garantir que le 10 ans américain, je vais le démonter. Mais pour l'instant, patience. Voilà. Moi, je veux attendre de voir une chose aujourd'hui. Je veux voir la volatilité casser des résistances. Alors, pas aujourd'hui, pas nécessairement forcément aujourd'hui, mais là, voilà, on a un cycle bullish. D'accord, donc là normalement je ne vois pas de raison que ce marché ne s'apprécie pas. On a bien ici un double boule. Normalement on doit retrouver la volatilité donc dans les prochains jours. On est bien atteint la zone de target, c'est-à-dire la zone des 11,2 a été touchée ce matin, donc a été touchée hier. Donc normalement les targets sur la volatilité ont été atteintes. En dessous, honnêtement, je ne comprends plus ce qui se passe dans ce marché. Maintenant, honnêtement, pour moi, c'est déjà plus un marché. On est donc dans la manipulation du VIX, la troisième et dernière, donc première phase de manipulation du VIX, deuxième phase, et on a donc la troisième qui se met en place ici, puisqu'ici on n'a donc pas réussi à franchir la résistance précédente. Donc au fait, on a eu un petit piège en fait ici. On a piégé, pouf, et ça déclenche, et vous voyez qu'on a retrouvé la même structure de manipulation, la volatilité s'écrabouille, plus personne ne trade la volatilité sauf à la vente. Donc là maintenant il faut attendre, hop, réorientation à la hausse. Cette fois ce sera la dernière, hein. Je le dis, pour moi ce sera 3 cycles de manipulation. Ça correspond donc toujours au même scénario dont on a parlé, c'est-à-dire la formation de cette ending diagonale. Ça manipule une première fois ici pour permettre le franchissement de la résistance forcée. Il s'agit bien d'une manipulation de marché, ça c'est pas normal ce qui s'est passé là. La deuxième s'est produite ici, et là on est en train de faire la troisième manipulation, donc les 3 sommets qui vont former l'ending diagonal, et derrière, bam, on devrait se péter la gueule et racler tous les acheteurs. Si je ne me suis pas planté, c'est comme ça qu'on va faire, et on va démonter tous les acheteurs, et effectivement derrière on partira sur un bon moins 15. Hein. Mais pour l'instant, patience, bon moins 15, moins 20, et donc je vais être honnête maintenant, moi sur mon scénario sur le S&P 500, si l'ending diagonal se déclenche, c'est-à-dire si on va juste faire les cons un peu plus haut, et qu'ici, vers la résistance ou légèrement au-dessus, on prend un signal vendeur, vous voyez que tout reste vert, hein. Encore une fois, si vous achetez ça, tous les signaux sont rouges. Donc là, moi j'attends juste le signal, dès que ça repasse vert ici, bam. Mais par contre, cette fois, on ne s'arrêtera plus là. Hein. Voilà, maintenant je target au minimum ça, voire ça. C'est-à-dire, je pense qu'on passera sous les 2003. Facile, hein, voilà. Donc là, normalement, hop, dans ce cas-là, on fera dead cat bounce, on vient juste au-dessus, on se casse la gueule et on déclenche un crack. C'est-à-dire, là, je pense qu'on partira sur un vrai crack à Wall Street, c'est-à-dire une deuxième vague de baisse beaucoup plus longue, d'accord? Ça fait première vague violente, dead cat bounce, assez long, et ici, bam, on va installer un crack. Derrière, rappelez-vous comment on forme un crack, hein. Toujours pareil, est-ce que je supprime tout ce bordel là Bon, enfin voilà, vous avez compris le principe. Donc si on fait un dead cat bounce, c'est-à-dire 2 vagues qui retracent sans réussir à réintégrer le sommet historique, voilà, hop, on vient ici, et derrière, la deuxième vague de baisse est plus lente, mais beaucoup plus profonde. Elle casse de nombreux supports, c'est-à-dire qu'on peut sans problème revenir là, voir ici. Hein. Moi, ça ne me posera aucun problème que le crack vienne jusqu'à 2002, 2100. Derrière, phase espoir, on revient normalement à proximité de la vague 1, donc ça fait 1, 3, on revient là, et derrière, la vague 5 qui termine le crack, où là, je pense qu'on pourra sans problème se diriger vers la zone des 1800, et après, on arrête de vendre les indices, mais ça fait quand même une bonne décote, hein. Ça fera un moins 40% du sommet historique, ce qui encore une fois n'est pas une récession monstrueuse, hein, puisque je ne pense pas non plus que ce soit une énorme récession à laquelle on doit s'attendre, mais on a une bulle de crédit à purger, et je pense que ce marché n'est pas haussier malheureusement, et malgré tout ce que tout le monde aimerait voir. Donc pour l'instant, patience, moi je reste vendeur tant que les signaux sont vendeurs. Maintenant, ce qu'on a bien vu, c'est que pour l'instant, sur la partie daily, ça reste bear, mais on voit que les vendeurs n'arrivent pas à prendre la main ici sur cette résistance. C'est-à-dire que là, en gros, on ne constitue pas le canal que je pensais. Mais voilà, hein, on est toujours bien dans un cycle bear. La target, elle est là-haut. Moi, je pense que là, on a beaucoup de résistance à tester. Celle-là, c'est-à-dire qu'on peut très bien là échouer sur cette résistance. Boum, on invalide l'ending diagonal. Enfin, on valide l'ending diagonal. Terminé. On part dans le crack. Option numéro 2, je vous dis, on va chasser quelques stops là au-dessus. On passe au-dessus de ce truc-là, on vient éventuellement chercher cette zone de résistance à 2818. C'est pour ça que le stop doit se trouver au-dessus. Et si on vient là et qu'on échoue, c'est dead cat bounce. Hein. Ça fait première vague de remontée, deuxième. Celle-là, elle aura été complètement orchestrée et complètement manipulée par le marché. N'empêche que si on ne revient pas au-dessus du sommet historique, derrière, c'est game over. Et là, pour le coup, je vous dis, j'ai 2 schémas. Hein. On échoue ici
ça reste consolidant, et dans ce cas-là, je pense que la zone des 2004, entre 2003 et 2004, il faut rester acheteur du marché et le soutenir, d'accord, pour jouer un range. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas casser la résistance. Si on casse la résistance, pour moi, c'est Dead Cat Bounce qui s'active. Ici, on repasse bear, et là, par contre, c'est une structure de crack. C'est-à-dire que là, derrière, je ne vois pas de tenue de support, et je vois qu'on se dirigera probablement vers les 2002, plus que 2003-2004. Voilà les deux scénarios que j'ai, mais ça reste bear, encore une fois. Moi, il y a plusieurs façons d'arriver à un objectif. J'attends que le marché me donne les informations pour savoir vers quel scénario je m'oriente. Mais je reste bear, je ne changerai pas et je ne retournerai pas ma veste. Pour moi, ce marché ne peut pas aller plus haut. Maintenant, s'il me prouve que j'ai tort en allant franchir le sommet historique, il va de soi que j'arrêterai de vendre et que je laisserai donc ce marché s'installer dans une belle bulle. Vous avez compris le principe en fait, on est dans un cycle bearish, il n'y a pas de breakout haussier, ce qui veut dire qu'on va essayer de tester les résistances, mais que normalement elles vont échouer. Si elles n'échouent pas, ça veut dire qu'il y a une tendance haussière, et c'est-à-dire que si on vient là et qu'on dépasse la target, c'est tendance haussière, ça veut dire pour moi une bulle. On sera dans le même schéma que là. Ici, on aurait dû se péter la gueule, c'était les signaux que je vendais l'année dernière, le marché a décidé qu'il n'en avait rien à foutre, il a tout arraché au sommet. Ça, c'était anormal, c'était une phase de bulle. Donc, est-ce qu'on va vers une autre phase de bulle complètement stupide, où je vous dis on visera 3002, 3006, Dieu sait quelle connerie on pourra viser? C'est possible, mais je veux voir le marché me prouver ça. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on n'est pas au-dessus de 2009, il n'y a pas de tendance haussière, il y a juste que des signaux bears, et ça n'invite absolument pas à acheter ce marché. Voilà. Donc vraiment prudence sur les marchés actions, je le maintiens et je sais, tout le monde va dire que je persiste dans la bêtise et compagnie. Je m'en fous, moi je n'écoute pas ce qu'on me dit, je trade ce que je veux, je trade ce que je vois. Ceux qui pensent que j'ai tort, ils font ce qu'ils veulent, moi je fais ce que je veux et on verra bien qui avait raison à la fin. Encore une fois, c'est pas ça l'important, c'est juste que vous attendiez votre tour pour trader. Là il est clair que c'est pas mon tour pour l'instant, je pense qu'on teste des résistances. La première elle est là, c'est pour ça que je suis toujours vendeur du marché, j'ai réduit mon exposition mais je reste vendeur. La deuxième résistance à tester, elle est ici. Il va de soi que si on échoue ici et qu'on se remet à casser des supports, je vais remettre le levier que j'ai sorti hier. Même chose, si on parvient à passer et qu'on arrive ici et qu'on échoue et qu'on recasse des supports, même chose. Moi là, tout retour vers les supports, je dégomme maintenant. On revient ici, c'est vente, 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 et je passerai que vendeur. Mais je veux juste savoir comment on y va. Et il y a plusieurs options pour suivre ce marché-là. Là, vous voyez que si on devait échouer comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que si là, on se réoriente à la baisse à Wall Street, c'est une belle structure divergente sur le momentum, ça veut dire on repart bear. Voilà. Mais pour l'instant, je pense patience. Le fait que les bears n'arrivent pas à prendre la main ici, ça veut dire que les bulles ont une fenêtre de tir et vont probablement essayer de la tirer le maximum de ce qu'ils pourront espérer. De toute façon, en 2 heures, on n'a pas le moindre signal de vente pour l'instant. Je vous dis, là, c'est impossible de vendre. On est en plein breakout. Donc, le seul signal qui est vendable, c'est l'invalidation du break. Donc là, pour un acheteur, pour un vendeur, il n'y a plus rien à faire. Ici, il y avait un signal vendeur. Il fallait le trader. Moi, c'était logique hier de trader à la vente. Le marché m'invalide, me prend les stops, je lui donne. Maintenant, s'il retombe, je le redégomme. Ça, c'est clair. Voilà. Donc j'attends de voir ce qui se passe donc sur la structure VIX. Est-ce qu'on a trouvé le bottom du VIX? Et dans ce cas-là, probablement on va se péter la gueule sur les equities. Je vais vous parler de ça. Donc VXV divisé par VIX, c'est donc ce qu'on appelle la volatilité implicite à 3 mois. C'est différentes échéances en fait. VXV, c'est comme le VIX, en sachant que le VIX, c'est une échéance mensuelle. C'est-à-dire qu'on agglomère le ratio put-call sur des échéances proches de 30 jours. Voilà, avec une moyenne de 30 jours, donc un mois. Ça, c'est ce qu'on appelle le VIX. Donc, c'est la volatilité implicite du marché à horizon 1 mois. Et vous avez VXV, qui est donc un VIX, l'équivalent du VIX, mais sur des échéances de 90 jours, c'est un peu, je crois 93 jours, il me semble. Donc, c'est 3 mois. Donc, VXV, c'est le VIX, mais 3 fois plus long, c'est-à-dire l'anticipation de la volatilité sur des options à échéance 3 mois. Et quand on fait VXV divisé par VIX, on voit qu'en fait, on obtient un ratio de chart qui est extrêmement intéressant parce qu'il vous permet de trouver les moments où en fait, on a un peu trop tiré sur la volatilité à court terme et où on va très probablement retrouver de la volatilité. Et ici, en fait, on voit bien ce beau canal haussier dans lequel on est. Et pour moi, on est au sommet, ce qui veut dire que là, à mon avis, la volatilité va pas tarder à revenir. C'est qu'une question de temps. Je préfère juste donc être patient. Maintenant, il faut être rationnel, d'accord? Si on reste dans le schéma classique, voilà où se sont produites les 3 manipulations du VIX, d'accord? Donc, 1, 2, 3. Non, je vous dis n'importe quoi. C'était là la première manipulation du VIX, d'accord? La deuxième. Non, attendez, que je ne vous dise pas de conneries.
C'était quand la première manip du VIX? Là, c'était donc... Ah, si, c'est ça. Voilà, donc 0,418. On retourne sur VIX VSV. Donc 0,418. Voilà, première manipulation du VIX, deuxième, troisième. Donc on peut très bien espérer viser encore un peu. Dans ce cas-là, si VXV to VIX arrive ici, d'accord, c'est-à-dire si je vais même mettre une alarme, parce que ça me paraît intéressant. Donc là, c'est achat volat avec levier. Là, je pars sur du levier. Hein. Quand on arrive ici, ça veut dire que j'achète la volate pour la fin de la manipulation en 3 vagues. Bam, bam, bam. Ici, c'est terminé. Voilà. Mais c'est soit on s'arrête ici sur le canal, soit on pousse encore un petit peu sur la volate. En gros, ça permet à Wall Street d'aller légèrement plus haut. Par contre, derrière Game Over, on repart sur une appréciation de la volatilité à court terme, donc une hausse du VIX et probablement une baisse des indices. Donc voilà. Patience, c'est le scénario. Hein. Pour moi, une fois arrivé ici, la manipulation, elle sera terminée et on aura probablement une réplique de ça, c'est-à-dire une très forte réappréciation du risque à court terme, c'est-à-dire explosion du VIX par rapport à VXV. Donc on verra bien le truc, mais c'est comme ça que je le pense, hein, c'est-à-dire une autre phase de risque plus court-termiste, c'est-à-dire où effectivement à 3 mois on reste quand même, enfin on a moins peur sur l'horizon 3 mois que sur l'horizon 1 mois, et dans ce cas-là, boum, on devrait avoir une nouvelle rechute de ce ratio VXV to VIX, probablement pour revenir vers des niveaux proches mais pas inférieurs, c'est-à-dire je pense qu'on devrait revenir là. Ce que j'attends derrière, voilà, c'est un trade. Alors encore une fois, c'est un ratio de chart. Donc on ne peut pas trader ce ratio VXV to VIX, puisque moi j'ai accès qu'au VIX. Le VXV n'est pas proposé ni chez IG ni chez Active Trades. Donc je ne peux pas trader le VXV. Je vais trader le VIX, mais je vais me servir de ce ratio de chart pour trouver mon timing d'entrée. Donc je vais essayer de rentrer là dès que ça se renverse ou dès qu'on arrive sur l'oblique. L'objectif de ce trade, c'est donc de faire ça, c'est-à-dire de vendre là-haut pour venir chercher un support ici. Ok ? Est terminé, et ici effectivement je ne vise pas plus loin, c'est-à-dire qu'arriver là, hop, je ne pense pas qu'on aille faire un nouveau plus bas sur ce ratio VXV to VIX, mais par contre je pense qu'on va avoir une nouvelle phase de risque très important qui va arriver et qui sera catalysée donc par une surappréciation du risque à échéance 1 mois par rapport à 3 mois, c'est-à-dire un marché action qui baisse. Voilà donc ce que je recherche dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est donc un TP max, ici, une target max, à jouer ce scénario-là. Ok, donc on peut identifier même, bon c'est vraiment dangereux de faire ça, hein, mais encore une fois, sur un ratio de chart, on peut quand même faire un peu d'analyse technique, c'est-à-dire qu'on a bien une résistance ici sur un précédent niveau de gap, il me semble que c'est effectivement par là que ça se profile, donc ça veut dire encore peut-être aujourd'hui une petite appréciation de ce truc-là. On a donc 2 résistances, je pense, à traiter. Voilà, donc c'est soit ici game over, soit on grind encore un petit peu et puis game over. Mais je pense qu'on ne passera pas au-dessus de ça. Je vais mettre une invalidation quand même sur ce scénario-là, même si encore une fois, ce n'est pas un trading qu'on peut faire, mais il va de soi que dans le cadre de ce scénario-là, c'est une vente sur ces 2 niveaux, avec donc un stop si le niveau atteint cette zone-là. Moi, ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est qu'au lieu de mettre mon alerte là, je vais plutôt la mettre sur les niveaux de prix. Voilà. Ok, donc ici, ce sera la validation. Dès qu'on revient ici, ça montre qu'il y a de la volatilité à court terme et que les opérateurs commencent à se poser des questions. Donc ça, c'est la validation. Voilà. Dès qu'on arrive à basculer sous les supports. Vous voyez ici, signal d'achat. Dès qu'on bascule dessous, pour moi, c'est que c'est moche. Donc par contre, je vais mettre une alerte sur la validation. Je vais aussi mettre une alerte sur la première résistance. Voilà. J'essaie de voir si j'ai autre chose comme scénario à vous donner en ce moment. Donc je surveille le gold. Hein. Voilà, vous voyez qu'ils font tout encore une fois hein, pour que le gold ne donne pas de signaux acheteurs. On essaie même de donner des signaux vendeurs. Moi j'attends donc effectivement pour passer en levier sur le gold, il faut donc traverser le cycle bear, traverser la résistance derrière. Ce n'est que ici que j'accepte de mettre du levier sur le gold. Il va de soi que j'ai donc placé des stop loss également, puisque maintenant on a des signaux bear assez inquiétants qui laissent à penser que le gold pourrait rester orienté à la baisse. Entre guillemets, de toute façon, vous avez bien compris, la main invisible en ce moment, elle fait tout pour que vous n'ayez pas de cerveau. Il ne faut pas que vous réfléchissiez, il faut absolument qu'on vous fasse acheter des actions, donc on fait tout pour vous fermer toutes les autres portes. Voilà, le gold, on vous donne des signaux baissiers, on vous dit non, non, mais n'achetez pas du gold, les actions sont pas chères, allez-y, il y a du rendement à faire. Voilà, c'est ça en fait le raisonnement actuel du marché.
Le raisonnement, c'est ça, c'est la main invisible, donc les banques centrales et les gros investisseurs, enfin, et les gros fonds d'investissement, les BlackRock et compagnie. Ils font tout pour vous fermer toutes les portes. Voilà, ils vous disent non, aujourd'hui tout le monde va acheter et vous allez faire comme tout le monde, vous n'allez pas sortir du rang. Et c'est exactement ce qui pour l'instant fonctionne, puisqu'on le voit, après cette grosse phase de range, si le gold se remet à casser des supports, il est donc bearish, dans des mouvements de prix bear, honnêtement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteurs, ça veut dire qu'il faut déclencher des stops. Donc ne vous laissez pas glisser sur le gold, si ça vient à péter des supports, il faut lâcher l'affaire. Par contre, si vraiment là on commence à dégommer du vendeur, je peux vous dire qu'il va y avoir des prises à contre-pied sur le gold, c'est-à-dire que là, ils auront tout fait pour le vendre et pour que vous achetiez des actions. Si vous achetez quand même du gold et qu'ils se sont trompés, il va falloir qu'ils se rachètent. Et là, ça va coûter doublement cher. Donc il faut faire attention. Moi, je pense toujours que le gold est en train de prendre tout le monde pour un con, mais que... alors le stop, pas ici, hein, voilà, le stop, il est sous le bottom. Mais si on revient, comme je l'ai dit, chercher ce bottom, pour moi, c'est plus possible. Voilà. Il ne faut pas rester acheteur. Voilà. Il ne faudra pas, ce sera beaucoup trop risqué. En fait, le risque, c'est que derrière, il vous arrache la gueule au sein du canal et que derrière, on vous pousse sur du 1260 et compagnie. Enfin, voilà. Donc, non. Trop dangereux sur le gold. Par contre, si jamais ça commence à déclencher, vous pouvez être certain que c'est qu'ils ont perdu la main. Le VIX va probablement exploser, le gold également, les actions se pèteront la gueule monumentalement. Donc c'est toujours le même scénario, c'est juste le timing qui est faussé, encore une fois, par ces injections qui font qu'on tue la volate. Voilà. Ces interventions du marché sur la volatilité et donc sur le prix des actions et sur la perception du risque, ça fonctionne. Je trouve que c'est un jeu très dangereux, mais encore une fois, preuve en est, ça fonctionne et personne ne remet rien en cause. Tout le monde suit bêtement et méchamment ce que la main invisible dit de faire. Donc encore une fois, c'est une manipulation, donc c'est une intervention et c'est une distorsion de marché qui se paiera très cher, mais la question c'est quand. Pour l'instant, ça continue de fonctionner. Personne ne remet en cause ce que la main invisible donne comme information. Elle vous dit achetez des actions, personne ne vend les actions. Il y a très peu de gens qui les achètent, ces actions, mais encore une fois, comme personne ne vend et que très peu d'acheteurs, ça suffit pour faire monter les valorisations. Voilà donc le schéma dans lequel on est. On doit parler à UDNZD aujourd'hui puisque je pense que le scénario qui était risqué est timidement en train de se valider. Donc moi, je vous rappelle les renforts qui ont été pris ici. Je place des stops sous le bottom pour sortir ces renforts. Si le marché casse ici, on sera donc dans un schéma qui avait été anticipé, c'est-à-dire 2 vagues de baisse, 2 vagues de hausse et 2 vagues de baisse à rester à faire. Dans ce cas-là, le point 4 se fera en report. Donc attention à ce qu'on ne soit pas donc dans une vague WXY, donc une correction étendue qui, dans ce cas-là, donc durera plus longtemps. Dans ce cas-là, ça pourrait nous tirer sans problème sur un overlap de vague 1, ce qui ne serait absolument pas surprenant. Donc là, UDNZD, pour ceux qui ont pris les renforts, il faut rester serein. Je pense qu'il serait plus sain de sortir ces renforts pour racheter plus bas. Hein. Encore une fois, ça reste un scénario acheteur, mais je préfère racheter, en fait, pour le même niveau de risque, j'aurais bien plus d'exposition à la UDNZD en rachetant ici avec un bien meilleur prix que je n'ai pu le faire en achetant par là. Donc la UDNZD, ça reste haussier pour moi, mais attention, je pense qu'on va se diriger potentiellement vers une petite correction étendue, donc un petit peu plus de patience pour l'instant. What else? Donc les scénarios Eurodoll, GBP, USD, les targets sont atteintes. Je pense qu'il est temps de commencer à penser à des petits encaissements. Maintenant, bon voilà, tendance haussière, hein, je pense pas. Donc je pense que ça nous donne un range. Donc vous avez donc la médiane du range sera probablement donc par là. C'est ce que ça semble sous-entendre. Donc je dirais, voilà, on prend toutes les clôtures, on essaie de reporter et de trouver un range avec la médiane qui serait donc ici, là où on a exécuté le plus de volume. Donc voilà, je dirais médiane par là, voilà, une médiane ici. Vous voyez, donc ça nous fait effectivement un range probablement par là. Donc moi je pense qu'ici il faut s'arrêter, hein, voilà. Donc peut-être pas tout de suite, mais chercher donc des signaux vendeurs peut-être en 15 minutes. Mais pour moi, pour la partie euro-dollar, voilà, je commence à m'arrêter par là. Donc à encaisser des gains, hein, voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette partie-là. Hop, c'est la même chose sur la partie GBP USD, hein, voilà, target atteinte, les gains sont encaissés.
Je vois bien ici la structure, hein, donc une belle leading diagonale. Donc je pense qu'effectivement on se dirige vers un schéma de retournement de cette tendance. D'accord, on voit bien 1, 2, 3, 4 à l'intérieur de la 1 et une vague 5. On a bien atteint normalement nos targets pour cette vague 5, à savoir 127% de la vague inférieure. On est bien donc ici atteint sur la target. Il y a peut-être encore un peu de potentiel aussi. On peut essayer de glisser au-dessus de la résistance pour aller chercher peut-être ce prix-là, des 1,35. Mais c'est tout. Je pense donc qu'on a fini la vague 1. En général, après une leading diagonale, le retracement est assez faible. Je pense qu'on va donc sans grand problème racheter probablement vers cette zone des 1,33. Donc un petit pullback, voilà, sur le plus haut de la semaine précédente par exemple, me semble pas inenvisageable. Donc le schéma que j'ai sur le GBP USD pour l'instant, c'est donc un petit repli et derrière on part sur une vague de tendance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un correctif, hein, je pense qu'on est plutôt dans un schéma tendanciel qui va se mettre en place, c'est-à-dire une vague 3 étendue derrière, une 4, puis une 5, et donc on verra après si on va plus loin que ça. Mais pour l'instant, moi, ça semble indiquer donc une reprise haussière du GBP/USD à venir. Mais donc une petite structure corrective en 2 vagues à attendre pour l'instant. En termes de timing, comme d'habitude, on prend l'amplitude de la vague haussière. D'accord. Ici, hop, pardon. Donc c'est corrective timing. Et voilà. Donc moi j'attends un comme ça. Généralement la vague 2 qui suit une leading diagonale est assez courte en termes de durée. C'est-à-dire que là on a mis 38,2 et je pense que c'est probablement par là. Hein, voilà. C'est-à-dire en termes de timing, je m'attends donc à un truc à peu près comme ça. C'est-à-dire là, laisser consolider le GBP pendant encore peut-être 3-4 jours, là, 2-3-4 jours, et la semaine prochaine, probablement essayer donc de réattaquer tout ça à la hausse, pour donc une vague de tendance sur le GBP USD, donc à suivre pour l'instant. Mais moi, j'encaisse mes gains, j'attends de voir donc la structure de consolidation. Encore une fois, ce sont des règles théoriques qui disent que la vague 2 est normalement assez rapide et faiblement retraçante, c'est-à-dire 38 à 50% de retracement normalement. Donc vous mettez vos niveaux Fibo jusqu'au sommet, on cherche une vague 2. Voilà, et généralement, donc c'est plutôt du 38-50% de retracement ici. Donc on va mettre plutôt une vague 4 dans ce cas-là. Voilà. Donc je vous mets la zone. Ça, on s'en fout. Et ça, voilà. C'est donc normalement dans cette zone-là, à l'intérieur de ce truc-là. Donc dites-vous, proche de ce timing-là, c'est normalement ici que GBP USD est intéressant à racheter, à mettre une alerte. Voilà. Donc pour l'instant, je dirais patience sur la partie GBP USD. Il ne faut pas donc être trop pressé. Donc patience, voilà. Moi je dis encaisser ses gains, laisser le marché évoluer librement en consolidation. Donc on attend d'avoir une structure de consolidation qui se construit, donc plusieurs vagues de baisse, soit un triangle, soit un ABC, soit des flats, soit des machins, peu importe, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est tout simplement que le marché consolide un bon moment et puis ensuite on rattaque dans le sens pour une belle tendance à prévoir. Donc une vague 3 qui sera étendue. Je vous le rappelle, donc l'objectif d'une vague 3 étendue, c'est quoi ? On répète ce qu'on a dit hier. Je vous mettrai les replays juste après. Hein. Donc on prendra nos extensions Fibo, on les reportera au point 2 et on visera donc un minimum 161. Vague étendue, je pense que ce sera probablement un 200 ici, voire un peu plus que ça. C'est-à-dire peut-être même un 2,618 atteignable sur ces zones de prix-là. Donc voilà, hein, peut-être ici à viser sur le GBP USD. On doit casser des résistances, hein, donc on cassera probablement celle-là et on va essayer probablement, je pense, de casser celle-là. 2,618 me semble être donc une target totalement viable. L'autre objectif, l'autre condition graphique, ce sera donc de sortir par le haut du canal de tendance, c'est-à-dire que voilà, ici il y aura un autre renfort à prendre et il faudra un décompte 1, 2, 3, 4, 5 à faire dans cette sous-vague. Ok, donc voilà le schéma que j'anticipe donc sur ce type de marché. D'accord, quand on est dans une vague 3 étendue, c'est généralement la sous-vague 3 qui est également étendue. Donc il faut vous attendre à ça. La vague 1, généralement, elle revient chercher le canal de tendance. La 2, elle revient à 50%. Et derrière, la vague 3 étendue, elle-même avec son propre sous-décompte, 1, 2, 3, 4, 5. Vous connaissez le schéma, c'est ce dont on a parlé hier sur le schéma S&P 500. Donc on suit un peu ce même délire-là, et derrière la vague 5, proportionnelle à la vague 1. Voilà. Donc en tout cas, la vague 3, c'est là où on fera les extensions, on cassera probablement cette résistance, on peut très bien casser celle-là aussi, hein. Ne soyez pas surpris si ça devait arriver. D'accord ?
Pour moi, on reste sur un schéma ici où ça peut tout à fait faire une vague 3 qui vient là et on fait 3, 4, 5. Voilà. Donc, il ne faudra pas chercher à limiter ce marché, simplement donc à le laisser s'apprécier. On peut, comme je vous le dis, sans problème, ici avoir une vague 3 qui fait ça. Ça n'est absolument pas contre-indiqué. Au contraire, on peut tout à fait avoir un truc comme ça. Voilà. Moi, ça ne me surprendrait absolument pas. En tout cas, GBP-USD, moi, je reste clairement à l'achat sur ce truc-là. Hop, alors, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non. Donc voilà, donc pour ma part, ça va être donc attendre de voir ce qui se passe au niveau des scénarios indiciels. Il va de soi que si je déclenche les scénarios indiciels, derrière, je reprendrai toutes les actions du panier à la vente, donc les Apple, Tesla, Google, machin et compagnie. Mais pour l'instant, donc, elles ne veulent pas baisser, donc je ne vais pas les forcer. Je les laisse donc gentiment faire leur travail sans poser trop de questions. Donc voilà, pour moi, les thèmes du jour, donc, c'est de savoir dans quel scénario on est. C'est toujours pareil, essayer de savoir quel est le merdier qui va se dessiner sur la partie indicielle. Est-ce qu'on est toujours vers une euphorie complètement folle qui nous dirigera probablement vers une bulle? Et dans ce cas-là, je pense que les taux dépasseront la zone des 3,60, 3,70. Et dans ce cas-là, les taux seront pour moi le trade de la fin de l'année à l'achat. Et dans ce cas-là, je devrais abandonner le scénario probablement sur le gold, ou en tout cas le laisser de côté temporairement. La UDNZD reste pour moi le scénario de cette fin d'année à surveiller en termes de timing, mais c'est probablement là qu'aussi je vais mettre du levier. Je remettrai du levier. Le VIX, je reste pour l'instant toujours sur un scénario acheteur parce que quoi qu'il arrive, je pense qu'on va avoir des sursauts et des soubresauts de volatilité. Après, tout simplement dû à la manipulation. Encore une fois, la manipulation, elle a induit le marché dans une direction forcée. Il va y avoir un effet de rappel obligatoire sur le VIX, pas nécessairement sur les indices, encore une fois, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, la tranquillité qu'on vous vend sur les indices n'est pas possible. Voilà. Il y aura de toute façon retour de volatilité et retour de flamme après la manipulation. Tout ce qui nous importera, ce sera de savoir dans quelle mesure. Si ça reste mesuré sur le VIX, les actions ne chuteront pas trop et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Si ça commence à dérouiller sévère sur le VIX, les actions se pèteront la gueule en ligne droite. Mais pour l'instant, on ne veut pas y penser à Wall Street. Tout va bien. Tout ce qui nous importe à Wall Street, c'est de voir Apple se rapprocher des 200$ pour atteindre la capitalisation de 1000 milliards qui fera les gros titres. Puisque c'est tout ce qui importe en ce moment, les gros titres. Hier, le Dow Jones. Alors, le gros titre d'hier, c'était donc le Dow Jones à 25 000. Le Nasdaq en sommet historique. Enfin voilà, c'était ça donc le storytelling d'hier. Donc attendez. Vous allez voir que ça risque de se dégrader bientôt et on va commencer à vous parler des hausses du gold, des compagnies et des chutes des indices. Mais pour l'instant, ce n'est pas le tempo à Wall Street. Le tempo, c'est le risque. Le risque. On en prend jusqu'à l'indigestion. Moi, je voudrais vous parler de l'euro-yen qui, je vous l'avais dit, donc pour moi, c'est la paire qui manifeste le risque. Donc il est logique que toutes les détentes qu'on a eues dernièrement sur les actions laisse à penser que de façon logique, l'euro-yen s'inverse. Par contre, je vous fais apprécier la belle divergence cachée que nous avons ici et qui très probablement donc, va nous relancer une nouvelle fois la tendance baissière. Parce qu'on est bien en tendance baissière dans cet actif-là, donc ça, ce n'est pas normal d'avoir deux phases de baisse. On doit très clairement ici en avoir une nouvelle pour aller chercher donc la target qui se situe proche des 123. Donc je reste à la recherche de vente sur l'euro-yen, mais pour l'instant, patience. Regardez où est Sine Wave, il est en zone de renversement, mais on a toujours un momentum puissamment haussier. J'attends donc que ce momentum se calme, puis se retourne. J'attends donc que l'oscillateur ici passe en négatif et que les prix fassent des premiers avalements baissiers sur cette UT daily. Là, dès qu'on commence à se rediriger vers le bas, on aura très probablement à la fois l'euro en consolidation dans le range euro-dollar qu'on a vu, et en plus le retour de volatilité, donc le retour de recherche du yen. On peut sans problème avoir donc un euro-yen qui rechute violemment et brutalement, et qui prendra tout le monde à contre-pied. Ok, on a overlap vague 1, vague 4. D'accord. Pour l'instant, ça reste un overlap. On est rentré dans la vague 1, mais attention. Donc ça peut être il y a deux options. Bon, soit ça, c'est... Ouais, non, voilà. Bon, je vais vous donner mon schéma. Donc, c'est ce dont on parlait hier. On est obligé d'éliminer, en fait, souvent en héliotisme. Donc, on cherche 5 vagues de baisse. Et là, très probablement, donc, on semble se diriger vers une divergent ending diagonal. C'est-à-dire, les obliques 1,3 et 2,4 seront divergentes. OK.
Et la vague 3 est plus grande que la vague 1. Elle doit faire en général 127 de la 1 à maxi 161. On est bien dans la zone d'activation, on est bien. Donc on attend théoriquement que la vague 4 se termine à l'intérieur de la vague 1 sans dépasser la vague 2. Ça veut dire que là, l'invalidation sur la structure euroyenne, elle est clairement ici. Si on vient là, il y a plus, on est hors du cadre technique anticipé. Donc là, moi, je cherche bien des ventes sur l'euroyen dans la zone de prix actuelle. On va aller voir en 2 heures si on a des signaux, en respect de la stratégie. Et donc là, on sait que normalement, on ne vient pas chercher l'oblique ici. Bon, c'est normal, vous voyez, la pente de l'oblique, on n'ira pas. Hop, généralement, on fait ça. On retrouve en plus, généralement, le point 4 entre point d'origine et point 2. Donc vous voyez qu'on est pile poil sur la zone d'activation. Okay, donc avec un stop au-dessus du point 2. Et normalement, on doit donc retrouver une nouvelle vague de baisse, hop, qui se dirige vers, à nouveau, donc 127 à 161. Donc ça nous fait une zone de target ici. On avait donc identifié précédemment cette zone-là. Pour moi, c'est là que ça se termine. Donc je dirais effectivement qu'on va probablement viser cette prochaine target, pas celle-là. Donc moi je dirais ici pour un prochain TP sur l'euro-yen. Donc ça nous fait un 121,50. À partir de là, ça fait quand même une bonne petite baisse. Donc 6% sur l'euro-yen. Probablement notamment dû en grande partie à 70% pour plutôt, je pense, le retour du yen. On est bien en cycle TP, ce qui fait que ça ne nous contre-indique absolument pas à aller plus bas. Mais pour l'instant, donc, il faut un signal en 2 heures. Donc on applique la stratégie. On est bien dans un cycle bear. On est bien sous une résistance ici. On regarde le momentum. Rien encore au momentum. Donc patience. Il faut attendre donc, que ça travaille la zone de prix. On attend de trouver un déclenchement momentum ici, donc dans la zone proche de là, ou une cassure de support. Donc ici, l'euro-yen, il y a 2 niveaux à surveiller. La cassure du support. Okay, ou une alerte de momentum. Ok, donc moi je vais prendre bear, ok. Crossing up, value 0.1, voilà. Merde, crossing up. Voilà. Donc là, normalement, je dois être déclenché dès qu'on a un signal bear OK qui va arriver. Et c'est ce que je veux. Donc voilà. Hop. Donc pur respect, voilà. Cadrer le marché. Si on casse un support, je rentre. On voit bien la structure de prix. Donc ici, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Non, je vous dis n'importe quoi. Ici, on a quoi comme structure? C'est compliqué à lire comme truc là. C'est assez compliqué. C'est pas grave, c'est des structures consolidantes. Donc comme on l'avait dit hier, dans les structures consolidantes, on ne se prend pas trop la tronche. On met ses ratios Fibo. Et on essaie de voir si on a bien respecté des ratios. Voilà, bon, on est bien en train de travailler la zone 76,4 ici. Donc je dirais qu'on est même dans cette zone-là. Voilà, on est donc bien dans la zone d'activation rouge. Donc soit on en sort, et dans ce cas-là, trade en cassure baissière, d'accord. Donc la sortie de la zone rouge avec des clôtures, je pense que c'est intéressant à trader short. Maintenant, pour l'instant, ça ne veut pas trop. On attend donc une confirmation du momentum pour être tranquille, ou une atteinte de la target. C'est-à-dire que si on vient chercher la target à 130,50, ici pareil, je pense qu'il y a un short à prendre. Sur la zone là, voilà, où on a bien une résistance. La target, dans ce cas-là, ici, je pense que ça peut se prendre en ordre conditionnel, où on limite le marché ici, puisque là, honnêtement, rentrer ici, le stop coûte vraiment rien du tout. Ça me paraît, dans ce cas-là, très très intéressant si on vient chercher cette zone de prix. Donc on attend, soit cette zone-là rejette, et dans ce cas-là, momentum aura donné un signal en excès, mais je pense qu'on peut donc éventuellement la tergiverser un peu plus, et peut-être tenter une petite bougie méchée, et dans ce cas-là, moi j'essaierai d'attendre que cette mèche soit faite pour me positionner. Donc voilà, l'euro-yen, ça va être le scénario là à cadrer, je pense, dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc rentrer sur l'euro-yen, mais de façon intelligente. Hop, allez, je vais vous laisser, j'ai faim, donc je vais aller bouffer.
Voilà, c'est tout ce que j'avais donc à vous dire. Soyez sages, donc les marchés sont compliqués. On est toujours, je vous le rappelle, sur des scénarios spéculatifs sur la partie indicielle, ce qui veut dire que les leviers sont de façon logique spéculatifs, donc faibles. C'est pour ça que je vous le dis, je n'ai pas peur de prendre des pertes en invalidation sur ces scénarios-là, même si elles me gênent parce que j'ai surtout envie de prendre les gros gains que ces scénarios pourraient déclencher. Mais si ça devait être des pertes, je les accepterai évidemment sans rechigner. Ça fait partie du jeu, je vous le rappelle, quand on spécule, on ne joue pas à Dieu, on joue simplement à risquer 1 pour gagner 5, et c'est tout ce que j'ai fait dernièrement, et si je dois malheureusement donner le 1, eh bien je le ferai. Allez, bye bye, et à demain. Pardon, comme une fois, j'allais encore oublier de répondre à vos questions. Alors oui, c'est vrai que maintenant on va voir les commentaires en anglais, vu que les vidéos sont également en anglais. Ok. Alors, du moins, le top du diamant. Je ne sais pas par rapport à quoi tu fais référence. Ah, sur le Nasdaq, peut-être un diamant en formation sur le Nasdaq? Non, puisque pour ça, il faudrait qu'on ait fait un nouveau plus bas. Si vous retournez sur le Nasdaq, d'accord, pour former un diamant, il faut bien que la structure soit en écartement. C'est-à-dire que là, il aurait fallu qu'on aille plus bas. Si on avait été plus bas ici, effectivement, le diamant aurait probablement été la structure à favoriser. Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà, hein. Donc pour l'instant, encore une fois, Nasdaq, même chose, les signaux sont vendeurs, tout le monde achète, les trade lines sont bien tirés vers le haut, donc il faut être conscient que là, on cherche une résistance, mais on est dans un sommet historique. Donc là, en fait, on vise quoi? On vise des extensions Fibo, et là, je vois qu'on a une extension Fibo et la target, donc je dirais Nasdaq, peut-être encore un peu de potentiel, mais à 7003 normalement, il faut que ça se casse la gueule, sinon c'est bubule. Hein. Même chose, même schéma, si ici, il n'y a pas de réaction vendeuse, il n'y a pas de vendeur, en fait, on est dans un marché sans vendeur, un marché sans vendeur, c'est une bulle. Hein, voilà. Un marché, il y a toujours un équilibre acheteur-vendeur qui se fait, il y a un déséquilibre qui se fait quand on est dans une phase de tendance, mais encore une fois, là, la tendance, elle est logique, normale, là, elle est anormale parce qu'elle est non suivie par les fondamentaux macroéconomiques. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle une tendance, c'est donc ce qu'on appelle une bulle. C'est ça la simple différence. Une bulle, c'est une tendance irrationnelle et non liée à des fondamentaux économiques. Donc c'est exactement dans ce à quoi on est. On sait qu'on est en fin de cycle et il faudrait réduire les leviers et réduire les valorisations boursières. Si au contraire on choisit de les augmenter de façon parabolique, par absence de vendeurs, c'est ce qu'on appelle une bulle. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots encore une fois. Et après toute bubule, on a un gros crac-crash. Et ça, c'est pas une nouveauté. Hein, voilà. Alors, je ne ferai pas en chinois. J'ai envie d'apprendre le chinois pour autant, mais c'est pas le truc qu'on fait en 3 mois. Hein. Alors, avec une bonne crise financière, penses-tu que les investisseurs pourraient trouver refuge dans les cryptos? Très certainement, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà. Là, je vais dire encore dire la partie crise financière, là où vraiment les crispations seront vraiment ultra tendues, je pense que ça se produira pas avant quelques mois. Donc, il n'y a pas d'urgence encore une fois. Hein. Ok, ça c'est bon. Ah oui, ça j'en ai entendu parler. Alors oui, non, je suis pas débile non plus. Hein, voilà. Donc voilà, je cache pas mon lingot sous mon matelas. Hein. On n'est pas dans les années 40. Hein. Ok, donc après par rapport aux updates, vous avez plutôt l'air d'être pour. Est-ce qu'en un temps particulier, on cotise ou pas? Chômage, retraite, je me suis toujours posé la question. Ah ben, oui, tu te poses pas la question, enfin tu te poses la question, et pour l'instant, tu te la poses parce que le choix t'est laissé. Donc il faut savoir, la fiscalité et le trading, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où vous faites ça de façon récréative, c'est-à-dire ce que vous êtes probablement en train de faire pour la plupart d'entre vous. C'est-à-dire soit vous avez un job à côté et c'est un complément de revenu où vous êtes en apprentissage de trading, ou alors vous êtes au chômage et du coup vous passez tout votre temps au trading, mais ça reste pas votre activité principale dans le sens où c'est pas votre source de revenus principale. Et il y a le cas final où vous touchez plus un copec et vous commencerez à gagner de l'argent
d'argent en trading. Et là, vous pouvez vous garantir que le fisc va vous tomber dessus et vous dire « Hé, monsieur, mais vous êtes bien gentil. Si le trading est votre source de revenus principale, eh bien, il va falloir faire des cotisations sociales dessus. C'est-à-dire qu'on va vous demander de créer soit une auto-entreprise, soit une entreprise individuelle. Mais en tout cas, le fisc va vous dire « Écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais il faut maintenant déclarer votre activité et payer des charges dessus. » En gros, perpétuer le système de vases communicants de capitaux en cas de grosse baisse de marché. Ça, je crois qu'on y a répondu. C'était une question d'hier, ou pas certain. Non, ça, j'y ai pas répondu. Alors, oui, effectivement, les cryptos peuvent être une réserve de valeur ou considérées comme telles. Moi, je vous le dis encore une fois, d'une vision purement professionnelle, je pense que ce n'est pas considéré comme le vase communicant dans lequel la liquidité va aller se réfugier, mais un des vases communicants dans lequel l'argent risque d'affluer. Voilà. C'est-à-dire que en fait, ça va bouffer de la part de marché de l'or. C'est-à-dire que l'or sera plus l'effigie habituelle de l'aspect refuge en cas de récession, or et immobilier, tous ces trucs-là. Voilà, on aura probablement maintenant des structures de refuge monétaire en phase de récession économique qui prendront les cryptos, qui vont donc bouffer une part de marché des refuges classiques. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, il ne faut pas mettre tout dans la crypto, mais il faudra, je pense, en mettre et mettre évidemment un peu moins dans l'or. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vais faire. Des billets vendeurs. Oui, mais alors encore une fois, voilà, j'aime pas ce mot-là parce qu'on te dit toujours ce truc-là, billet vendeur égale permabère égale le mec il vend tout le temps alors que le marché monte. Ça m'énerve en fait qu'on me mette dans ces cases-là, tout simplement parce que je fais simplement mon job. Voilà, mon job, c'est qu'on est en fin de tendance, de fin de cycle économique. Il est logique de revenir à la rationalité, c'est-à-dire des achats, des ventes, des achats, des ventes. Encore une fois, j'ai pas une vision purement vendeuse des marchés actions. J'ai des supports sur lesquels je suis prêt à acheter, mais ces supports se trouvent très loin. Donc, pour l'instant, je ne cherche que des ventes. Mais encore une fois, j'accepte tout à fait d'avoir tort. Et la différence entre un permabère et un trader, c'est que le trader, il accepte d'avoir tort. Le trader, il traite des risques ratio-rendement. Et je ne serai pas vendeur toute ma vie. Loin de là. Au contraire. C'est juste que pour le moment, pour moi, dans l'état du cycle, c'est plutôt des ventes qu'il faut chercher. Et je spécule en ce sens. Je suis un spéculateur. Donc, ces points barres, je fais mon travail. Et je suis pas un négationniste qui voit tout le temps ce qui va pas et voilà. Non, pas du tout, rien, au contraire, voilà, pas du tout. Mais maintenant, on est dans l'étape du avancement des cycles où on doit commencer à regarder un peu dans le rétro. Et soit on a envie de s'éloigner le plus possible des supports et on forme des bulles, soit au contraire, on revient un peu à la rationalité, on se rend compte qu'on s'est un peu fait enfumer et qu'on est allé un petit peu faux, un petit peu haut, un petit peu fort. Et dans ce cas-là, on commence à revenir vers les supports avant de les enfoncer à terme en rentrant dans un bear market. Et moi, je choisis l'option numéro 2. Je suis totalement conscient que le marché peut tout à fait choisir l'option numéro 1. Voilà. Alors qu'un permabère vous dira le marché ne peut pas monter parce que c'est trop malsain, c'est trop machin, c'est trop bidule. Voilà. Moi, je m'en fous. Tout est possible. Mais encore une fois, je suis obligé de faire un choix. Donc, je fais un choix et je traite des risques ratio-rendement. Et encore une fois, je ne trade pas parce que je veux voir le marché baisser. Je trade parce que oui, je pense qu'il peut baisser et que je trouve un cadre technique qui correspond et j'ai des signaux qui corroborent. Point barre. Maintenant, encore une fois, le marché peut tout à fait traverser les signaux, sortir des cadres techniques et chasser mes stops. Et je ne vais pas mourir pour ça. Alors qu'un permabère, il sera mort 15 fois en route parce que lui, il aura tenu ses positions vendeuses, il aura pris des leviers, il aura été agressif. Enfin, voilà, pas du tout mon cas, hein. Vraiment pas du tout. Alors oui, on va analyser Safran. Voilà. Alors, Safran en daily, ouais. Alors, ça sent la vague 5, hein, encore une fois. Donc, tu vois le repli vers les supports, puis une nouvelle poussée haussière. Donc, tu sais que ça, c'est la dernière vague de tendance. Tu as un gap ici, donc tu sais que tu es tu es en cours de vague étendue. C'est-à-dire, rappelle-toi, dans les décomptes, donc là, tu es dans un marché en tendance haussière, et dans toutes les vagues étendues, en général, sur les actions, c'est toujours là où tu trouves les gaps qui restent ouverts. Donc là, tu sais que tu as eu une vague 3 étendue. Okay. Donc dans ce cycle, tu as une vague 1, une vague 3, une 4. Là, tu es en train de faire une vague 5. Donc tu es en fin de tendance là sur Safran. Tu as un cycle baissier faible ici qui s'est mis en place.
Donc là, tu es dans un cycle bear faible et tu attends donc tout simplement que le marché trouve une résistance ici. Tu as une sous-vague 4 là qui laisse pour ma part à penser que là, tu es plutôt sur le bout de la tendance. Tu as un signal de momentum qui corrobore ici. Donc j'ai envie de dire, là pour moi, Safran plutôt bear. Voilà. Mais il faut commencer à penser à gérer son risque. C'est-à-dire que là, tu cherches une structure sous-jacente. Pour moi, je vois vague 1, vague 2, une vague 3. Je ne vois pas la vague 4. Alors, il faudrait rentrer en 2 heures pour voir si on a eu un pullback plus profond ici. Donc là, bien vague 1, vague 2, pas de souci. On a bien le repli vers le support. Si 3, 4, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, vague 5 étendue. Avec une 4 et une 5. Donc pour moi, c'est terminé. Et tu as le signal bear en 2 heures. Je serai vendeur de Safran. J'attendrai une confirmation du momentum. C'est-à-dire, j'attendrai ici que le momentum soit aille juste un peu plus haut pour emmerder le monde et créer une divergence. Soit tu rentres immédiatement au sein du cycle bear, mais il faut que tu aies un stop assez large pour autoriser une poussée divergente. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Mais pour moi, ce marché-là est vendeur et il est en fin de cycle et en fin de tendance, c'est-à-dire vague 5, 2 vague 5. Donc normalement, un truc comme ça, en daily, tu retraces l'intégralité de la tendance derrière. C'est-à-dire que tu places des retracements de tout ça. Voilà. Alors on va regarder d'abord en termes de ratio Fibo, si tu es bien sur des fins de tendance. Donc tu prends ta vague 1 au creux de la 4. Voilà. Et tu regardes, effectivement, on est bien allé chercher pratiquement 161. Donc là, effectivement, tu peux gérer ton risque. Donc je pense avec un stop à mettre à 106. Ça dépend le niveau de risque que tu veux. Moi, je dirais effectivement que là, commencer à spéculer sur des petites ventes avec, disons, un stop à 5%, ça me paraît rationnel. Voilà. Là, sur ce truc-là, je pense que si tu es acheteur, il faut sortir. Grave, là, il faut sortir. Je pense que sur un truc pareil, il est même temps de commencer à penser vente à découvert, gentiment, mais sûrement. Donc je dirais effectivement avec un stop proche de la zone des 108 pour viser, d'accord, dans un premier temps, le repli vers les supports ici. Alors c'est de la consolidation, donc encore une fois, le marché fait pas, on ne va pas chuter en ligne droite, donc il faut être patient et conscient qu'on est contre la tendance majeure, donc on vise des objectifs de retracement, mais je pense que là on peut viser sans trop de problème une petite rechute de l'ordre de 15-20% sur cette action-là sans trop de problème. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas que je vois des ventes partout, c'est juste que là, il y a bien un décompte qui se termine à l'achat. Il faut rechercher effectivement des ventes dans ce type de marché. Voilà. Pour répondre à ta question, et que penses-tu du SGD? Alors, c'est l'indice de Singapour, ça oui. À transférer une partie de mes capitaux en CHF. Alors oui, si tu es investi... Alors oui, il faut savoir que Singapour, c'est quand même la plaque tournante de la finance dégueulasse. Donc moi je pense qu'il faut faire attention parce que ça risque de faire mal dans la prochaine crise financière à Singapour. Juste parce que c'est un hub de la finance merdique chinoise en fait. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui, elle traite son volume merdique à travers Hong Kong et Singapour. Donc il faut faire attention, il y a beaucoup de capitaux merdiques qui passent par là. Donc il faut faire attention, voilà, ces hubs là, c'est-à-dire que le secteur bancaire à Singapour, pour moi, est en gros danger parce qu'il traite de l'argent entre guillemets un peu sale qui probablement sera purgé dans une crise financière. Donc moi je ferai attention parce que il risque d'y avoir des faillites bancaires donc à Singapour, tout comme à Hong Kong. Mais on va regarder quand même, donc SGD. Le dollar, Singapour. Tu veux le par rapport au yen, c'est ce que tu disais? Non, par rapport au franc suisse. Voilà. C'était ce que tu me disais. Donc, ouais, bon, tu vois, c'est un actif en range. Donc, voilà, moi, j'éviterais de trader ce truc-là. Maintenant, est-ce que tu es sur un ratio intéressant? Encore une fois, dans une stratégie de range, et c'est ce qu'on a dit hier, il ne faut pas surrationaliser les mouvements. Donc là, on va plutôt se mettre en weekly. Voilà, tu prends le dernier mouvement d'amplitude. Les prix évoluent à l'intérieur de ce range. Tu mets donc tes bornes. Effectivement, moi je serais plutôt vendeur, c'est-à-dire non. Moi, à ta place, je n'irai pas forcément sur des refuges. Pardon, enfin si, oui, c'est-à-dire transfère tes dollars plutôt sur du CHF, effectivement. Ça semblerait annoncer une baisse ici, pour aller chercher probablement la zone bleue. Voilà. Mais par contre, tu mets un stop là, c'est-à-dire que si jamais tu vois que les prix, hop, reviennent chercher ça, au contraire, là, tu stockes Singapour. Mais moi, je dirais que non. Ça semble plutôt sur une dynamique baissière en weekly, et elle semble bien installée. Ton momentum est déjà en prise de profit. À mon avis, sine wave va pas tarder à passer bear, ce qui veut dire que tu auras les deux au sud. Et normalement, là, tu viens en zone rouge, donc c'est soit ici on traverse et tu n'as pas de problème. C'est-à-dire que là, il faudrait quand même attendre que sine wave confirme.
tu vois, pour être tranquille, parce que le risque, c'est que ça remonte ici. Mais sinon, si ça échoue là, normalement, c'est bam, réintégration, on retraverse la zone en entier, et tu viens chercher la zone là. C'est ce qui me semble être le plus probable. Voilà. Trading range, stupide, bête, méchant, tu réfléchis pas plus que de raison, et tu te prends pas la tête. Moi, c'est comme ça que je le verrai sur les échéances à plus court terme. Et ça, on revient aux questions des jours précédents. Allez, c'est parti. Donc, bonne journée à toutes et à tous. Demain, je ne serai pas là. Demain, je suis à l'hôpital avec mon fiston. Rien de bien méchant, hein, mais voilà. Donc, demain, je ne suis pas là. Donc, pas d'émission demain. On se retrouve lundi. Bon week-end.